nous chacun dans notre cadre professionnel. Donc pour info, quand je dis victime, c'est la personne qui révèle avoir subi des actes qui sont répréhensibles par la loi. Et donc, on en a parlé, je pense, assez, mais je le redis quand même, la raison, la motivation pour laquelle aussi on prête attention à ça, c'est qu'on sait très bien, il y a des données maintenant assez robustes sur ce sujet qui montrent que la récupération, la guérison, certains parlent de résilience, enfin voilà, des personnes qui subissent des violences est énormément en lien avec la manière dont ça a été accueilli, entendu, traité. Et donc, il y a un phénomène de retraumatisation qui est quand même assez fréquent. Moi, je reçois des victimes de violences tous les jours. Je leur demande toujours, on vous a cru, on vous a entendu, on vous a soutenu? La plupart du temps, on me dit non, j'ai dit, mais on m'a pas cru. J'ai dit, mais il s'est rien passé. Ou bien, j'ai pas réussi à le dire, effectivement. Mais en vrai, il y en a beaucoup qui parlent. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a ça dans un petit coin de notre tête. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout gérer de ce côté-là, mais en tous les cas, on sait que la manière dont la victime parle et dont elle va être accompagnée dans ces moments-là va être vraiment hyper déterminante sur la guérison. Ça ne fait pas tout, il y a aussi la gravité des violences subies, évidemment, mais quand même. Donc ça, c'était le prérequis. Donc la victime, donc là, vous vous rappelez, on a parlé des enfants, mais on parle aussi de personnes qui ne sont pas forcément des enfants. Donc, parce que je ne suis pas très calée sur comment vivent les enfants quand ils viennent parler, mais j'imagine que c'est quand même assez proche. Elles ont peur qu'on ne les croie pas. Elles se sentent impuissantes, genre c'est foutu, il n'y a rien qui est possible, ma vie s'effondre, c'est la catastrophe, c'est terminé, il s'est passé ça, rien ne sera plus jamais comme avant. La culpabilité, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, je me sens sale, j'ai honte, voilà. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Si je le dis, qu'est-ce qui va se passer sur moi, sur ma famille, sur l'église? Est-ce que ça va mettre un pataquès, etc. Donc ça, c'est ce que ressent la victime, même quand elle parle, et ça, c'est un truc qu'on retrouve tout le temps. Toutes les personnes qui ont déjà entendu des victimes de violences sexuelles particulièrement, mais conjugales, c'est pareil, ou autres. Enfin, les autres, je sais moins, mais franchement, on retrouve ça quasiment à chaque fois, de manière plus ou moins marquée, mais c'est quand même assez récurrent. Et donc, nous, on va venir renforcer ça. On va venir, pas renforcer ça, justement, inverser ça. Et les mots qu'on va pouvoir dire en premier, on va lui dire qu'on la croit, qu'on va la soutenir, qu'elle a bien fait de parler, que c'est pas de sa faute ce qui s'est passé. Même si c'était une ado qui était amoureuse du moniteur et qui lui a dit qu'il était beau, c'est quand même pas de sa faute non plus. Voilà, tout ça. Qu'elle est légitime à s'exprimer, que c'est pas elle qui a à avoir honte et que elle a bien fait de parler, c'est pour valoriser aussi. Le fait que tu parles, que vous parliez, ça permettra aussi peut-être d'arrêter un comportement problématique et d'aider d'autres personnes par la suite. Alors, il y a un postulat qui est celui de Stop Abus depuis le début, qui n'est pas facile enfin ça dépend des gens, mais qui n'est pas toujours facile, on va dire, à intégrer dans la pratique courante. Je lis pour ne pas faire de modifications. Nous faisons le choix de croire à la personne qui relève des faits de violence, car le risque de fausses accusations est infiniment plus faible que celui de ne pas réagir et de laisser perdurer une situation de violence avec ses conséquences. Ça ne veut pas dire que les gens ne mentent jamais, ça ne veut pas dire que les fausses accusations, c'est pas grave, ça veut juste dire qu'à un moment donné, et de toute façon, si on se projette un petit peu là, notre enfant revient du club de sport, il dit, les copains ont dit que le prof de sport les avait agressés sexuellement, ils vont jamais dire ça comme ça, mais voilà. On va pas renvoyer notre enfant, quoi. Je veux dire, on va considérer qu'il faut mettre en place de la protection. On aimerait avoir une vidéo de tout, et je pense que la justice l'aimerait encore mieux que nous, pour avoir tout filmé, tout vu, être sûr, avoir des preuves, et qu'il n'y ait pas de doute. Malheureusement, c'est quasiment jamais comme ça que ça se passe. Donc, on fait ce choix-là. Je le pose là, je ne vais pas l'expliquer plus, Stéphane va en parler après, au niveau biblique et théologique aussi, pourquoi est-ce qu'on pense que ce choix-là a une pertinence. C'est pas dans le référentiel, c'est pas dans le document de travail de Stop Abus, c'est pour ça que je ne vais pas vous en dire de ce côté-là, mais voilà, on a voulu rajouter ça aussi. Et donc, voilà, une fois que les faits sont connus, on va passer de « je te crois, je te protège ». C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, c'est le juge Durand là, qui a géré la commission de la Civis, là, enfin, qui a fait partie. C'est lui qui disait ça, enfin, je ne sais pas s'il est peut-être pas le seul, mais je te crois, ça ne suffit pas en fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, s'il y en a qui ont vu le livre de Camille Kouchner, Familia Grande. Il y a un moment donné, elle dit à son petit frère, tu vas voir les adultes, ils vont te croire, mais ils ne feront rien. Voilà.
C'est particulièrement vrai dans les cas d'inceste, effectivement. En général, moi, quand j'interroge, je ne sais pas ceux qui travaillent dedans, s'ils l'ont constaté aussi, je pense que oui. Hein. Mais oui, je l'ai dit. Oui, mais ma mère, elle m'a dit que c'était pas grave. Oui, mais mon père, il m'a dit de pas en parler. Oui, mais. Et ça, c'est quand même, quand on dit qu'il faut libérer la parole, en fait, la parole, la plupart du temps, à part les cas d'amnésie traumatique, effectivement, dont on a parlé, en fait, les gens, ils parlent. Même les enfants, ils parlent. Même si on ne comprend pas toujours, parce que des fois, ils ont des mots difficiles et tout. Mais quand même, on sait que ce qu'on doit libérer, c'est plutôt l'écoute, en fait. Et puis l'action derrière, évidemment. Donc, ça veut dire que on va éloigner la personne mise en cause, c'est un terme qu'on doit utiliser, je vous en parlerai pourquoi après, de la victime, pour la protéger, mais aussi pour éviter la retraumatisation. C'est-à-dire que à chaque fois, c'est ce que disait Marie-Hélène, je ne peux pas rester dans cette colo s'il est encore là. Même si je vais dormir ailleurs, que je sais qu'il va peut-être rien me faire de nouveau, parce que mettons, j'aurais dit, par exemple, elle dit au directeur, il s'est passé ça, il dit, ah ben d'accord, on va surveiller, on va faire attention qu'ils ne reviennent pas te voir, mais ça ne suffit pas en fait, il suffit de le voir et la retraumatisation est là. On va voir après hein, qu'est-ce que ça donne en termes de concrètement de conséquences. J'ai bien conscience en disant ça que c'est compliqué. Hein. Mais si c'était simple, on ne serait pas là pour discuter. Donc si nécessaire, on va mettre la victime à l'abri, ça dépend des situations. On va informer la victime sur le fait que oui, vous avez le droit de mener des actions, juridiques ou non, mais en tout cas de parler, etc. C'est une bonne chose, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. On va lui proposer de l'aider, de l'accompagner dans les mesures, parce que aussi, si les victimes ont peur souvent d'aller porter plainte, bon, c'est parce que c'est long, compliqué, coûteux, et que voilà, sans dire que la justice est laxiste ou qu'elle ne fait pas son travail, pas du tout, mais on sait que quand même, c'est une réalité que c'est difficile. C'est lourd, enfin je ne pense pas que vous allez me contredire si je dis ça, il y a beaucoup de victimes qui sont aussi découragées à l'idée. Il y en a même qui disent si j'avais su, je ne l'aurais pas fait parce qu'il faut raconter, c'est pénible et tout. Mais bon, en attendant, c'est aussi parce que souvent elles sont seules et qu'elles ont besoin de soutien. Donc si nous on dit, bah, si tu veux faire, on va être avec toi, on va être derrière toi, honnêtement ça change tout. Et puis bien sûr, hein, on va proposer des ressources parce qu'on n'est pas tout puissant, évidemment, surtout, on ne reste pas tout seul avec une situation, on va le redire et le redire. Donc on va essayer d'avoir mettre le carnet d'adresse, hein, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement spirituel, les associations d'aide aux victimes, évidemment aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc, du coup, là, on est sur le... Quand je dis signalement, peut-être que c'est un autre terme juridique, j'ai entendu parler de ça, mais moi, je ne savais pas. Pour moi, signalement, c'était... peut-être j'aurais dû choisir un autre mot, mais c'est ou révélation, peut-être, j'aurais dû mettre. C'est à partir du moment où la personne dit qu'il s'est passé ça. Ou bien dépôt de plainte, qui arrive peut-être un peu plus tard, ou peut-être en même temps, je ne sais pas, mais voilà. Donc, encourager, mais sans obliger. À porter plainte, évidemment, on va encourager, on va dire « je peux venir avec toi », mais on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'est pas prêt, qui ne veut pas entamer cette démarche, on aimerait bien, voilà. Et d'une manière générale, quand on reçoit une victime de quoi que ce soit, on va essayer, dans la mesure du possible, ce ne sera pas toujours possible, de ne pas décider pour elle, de ne pas penser pour elle, de ne pas lui dire ce qu'elle a à faire. L'idée, c'est que les gens reprennent possession de leur vie aussi. Donc, évidemment, des fois, il faut faire des mises à l'abri, des fois, il faut trancher, surtout si c'est des enfants, etc. Mais sinon, d'une manière générale, on va plutôt essayer d'être là en soutien et d'aider la personne à se relever, à pouvoir voir ce qu'elle veut faire pour sa vie, les choix qu'elle veut faire, etc. Mais voilà. Bon, si la victime est mineure ou vulnérable, ou s'il s'agit d'un crime, on est censé avoir une obligation de signalement. Je dis censé, évidemment, quand c'est mineur ou vulnérable, mineur, on ne se pose pas la question. Vulnérable, ça veut dire quoi? On va en parler cet après-midi dans le cas. C'est pas toujours si simple. Donc il peut y avoir le handicap, mental ou peut-être physique. Peut-être l'isolement, le vieillissement, enfin on en a discuté, on va dire c'est quoi une personne vulnérable en fait. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une définition très précise, donc ça va être un peu à l'appréciation. Et puis le viol c'est un crime, donc ça fait partie normalement des obligations de signalement. Le viol conjugal notamment est un crime. Voilà. Maintenant, c'est pas toujours simple non plus quand on reçoit des révélations de ce type-là. Si la femme elle dit oui mais c'est normal, j'en ai toujours fait comme ça, etc. N'en dites rien, enfin des fois il faut faire un peu preuve de pédagogie. Hein. Mais voilà, encore une fois, on peut se faire aussi aider, accompagner. Je ne l'ai pas dit, mais je le redis maintenant. Se faire aider ou accompagner par qui que ce soit, si la victime elle n'est pas prête et qu'elle ne veut pas spécialement qu'on en parle, on peut le faire de manière anonyme, on n'est pas obligé de donner le nom. Si on ne donne pas le nom, on peut tout à fait, vous pouvez nous appeler, nous, ou le CNEF ou la FPF, et dire j'ai cette situation, monsieur ou madame X, il s'est passé ça et ça, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on a tout à fait le droit de le faire, et c'est même conseillé de le faire.
si on n'a pas la possibilité pour l'instant de donner le nom et qu'il n'y a pas d'obligation de signalement. Et même s'il y a une obligation de signalement, ça ne veut pas dire on crie sur les toits non plus. Ça veut dire auprès des autorités compétentes. Donc ça veut pas dire le dire à l'église, par exemple. Ça ne veut pas dire le dire à ses amis ou à des personnes autour de nous. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est quand même... Il y a le respect de la vie privée à garder quand même. Donc le signalement... On avait bien détaillé ça dans le référentiel, le livret la dernière fois, mais bon, là j'ai mis le 119 pour les mineurs, le CRIP, la cellule de recueil d'informations préoccupantes, dont on a parlé nous, le procureur directement. Flagrance, mettre à l'abri, force de l'ordre, bon je l'ai mis, mais c'est quand même un peu évident, hein, si on arrive et qu'on assiste à une violence qui est en train de se commettre, on va pouvoir agir tout de suite. Alors, je ne vais pas non plus détailler beaucoup l'histoire du secret pastoral, on en a beaucoup parlé il y a 2 ans. L'idée générale, c'est qu'il faut qu'on arrête, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est même pas que le CNEF qui le dit, c'est tout le monde qui le dit maintenant dans la prise en charge des violences sexuelles ou conjugales, de s'abriter derrière le secret pastoral. Il y a eu trop de cas où on dit rien parce qu'il y a le secret, alors c'était les prêtres, les Barbarin, il a été condamné. On va plus facilement nous reprocher de ne pas avoir dit que d'avoir dit. Donc, voilà, franchement, après c'est chacun son âme et conscience, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, aucun de nous n'est là pour ça. Mais c'est une préconisation qui est faite, surtout si on signale vraiment à des gens qui sont précis dans le travail, etc. On ne va pas nous dire « vous n'auriez pas dû le dire », enfin ça n'existe pas, quoi, honnêtement. Donc voilà. Et surtout, c'est que quand on ne veut pas le dire en disant que c'est pour respecter le secret, mais qu'en fait c'est pour protéger les copains, honnêtement ça se voit. Donc voilà, je ne dis pas que les gens font ça que pour ça, évidemment, je sais que c'est important. Moi je suis sage-femme, je reçois des confidences, les gens ils ne veulent pas que je parle, c'est hyper difficile. Et je suis souvent en porte-à-faux, à me dire je le dis pas. Voilà, donc je sais, c'est pas la même posture que vous, mais ça revient quand même au même. On sait que si on parle et que la personne ne veut pas, il y a rupture de confiance, enfin c'est compliqué. Dans l'idée, on essaye d'obtenir l'adhésion, hein, c'est ça le mieux. Du coup, le secret pastoral, il se pose plus en fait. On va peut-être faire preuve de pédagogie, de dire, ben voilà, vous voyez là, il s'est passé ça. Cette personne, elle va pouvoir le faire avec d'autres personnes, c'est important. Si vous voulez, on peut signaler, mais sans donner votre nom, pour vous protéger. On comprend que vous n'avez pas envie que tout le monde vous mette sous le projecteur, etc. Et ça, on peut complètement le comprendre. Et il y a manière de faire en protégeant aussi. Et si on arrive à obtenir l'adhésion de la personne avec qui on a parlé, il n'y a plus d'histoire de secret pastoral puisque la personne est d'accord. Là où, évidemment, on va être confronté à ça, moi, ça m'est jamais arrivé pour le coup, peut-être à vous, oui, c'est quand c'est des auteurs qui disent « j'ai fait ça ». Bon, là, voilà, c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut faire, parce que lui, évidemment, ou elle, à la limite, pas vouloir qu'on le dise, quoi, mais c'est un peu différent. Mais en tout cas, voilà, quand on reçoit les victimes, en général, si elles se sentent suffisamment en confiance, on arrive à pouvoir travailler ensemble, quoi. Alors, là, je vais encore dire un truc un peu difficile, mais là encore, c'est l'expérience de nombreuses situations de violence auxquelles on a pu travailler. Les auteurs de violence, il faut vous dire, c'est des gens qui sont dans les églises, qui ont un ministère, et qui, tout en ayant ce ministère, pratiquent des violences. Vous voyez ? Donc forcément, à la base, il y a déjà une forme d'incohérence, au bas mot. Quand on travaille, enfin, j'ai fait pas mal de formations avec les psychiatres, les gens du CRIAF. Le CRIAF, c'est le centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc ce sont des gens qui forment les gens qui accompagnent les auteurs de violences sexuelles. L'immense majorité des situations qu'ils ont, c'est des gens qui viennent pour une injonction de soins, une obligation de soins, c'est-à-dire ils sont obligés d'être là. Ce qui d'ailleurs pose vraiment des problèmes parce que ils disent le meilleur psy du monde va faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Mais enfin bon, mais il y a très peu de personnes qui viennent volontairement de leur propre chef en disant voilà, j'ai fait ça, je voudrais changer, j'ai cette tentation-là, je regarde trop les enfants, je voudrais... Il y en a, mais il y en a quand même assez peu. Et en tous les cas, dans les situations qu'on a eues à Stop Abus ou ailleurs, c'est au moment où ça a été mis en lumière que là, dit ah oui, c'est pas bien, etc. Mais voilà, donc faire attention. Parce qu'il y aura souvent une minimisation. Je sais pas, moi je connais pas tous les cas, mais je n'ai jamais vu une seule situation où quand on dit un auteur de violence, t'as été accusé de ça, ils disent oui c'est vrai je l'ai fait. Honnêtement, je sais pas, je prétends pas que ça n'existe pas, juste moi j'ai jamais vu, parce qu'en fait, comme il y a assez, il y a quand même pas mal de chances qu'au final il se passe pas grand chose derrière, honnêtement, moi je serais auteur de violence, je dirais que j'ai rien fait, hein.
franchement, c'est horrible, hein, mais on a plus de chances qu'au final, maintenant c'est en train de changer, comme on disait tout à l'heure, etc. Mais jusqu'à présent, l'impunité, c'était quand même ce qui était le plus fréquent. Donc voilà, bon, conserver les preuves, faire constater les blessures, bon, ça c'est pas vraiment notre rôle, mais enfin ça peut l'être quand même, parce que des fois, si les gens ne pensent pas forcément à le faire, ça peut être utile aussi. Donc voilà, ensuite, alors, un mot aussi de la présomption d'innocence, encore un truc compliqué à appréhender. La présomption d'innocence, elle n'est pas toujours... j'ai jamais parlé de ça devant des gens qui travaillent dans la justice. Hein. Si je dis des bêtises, je vais me prendre des cailloux, mais c'est bien, moi j'aurai la validité. Si on ne m'interrompt pas, ça veut dire que ça va. La présomption d'innocence, c'est un principe juridique qui est hyper important, évidemment, à garder. La personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit condamnée. Si elle n'est pas condamnée, qu'elle ne l'est jamais, elle est toujours présumée innocente. D'accord ? Donc, la justice fait ça. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que notre enfant nous dit, le copain me dit que l'entraîneur lui a montré son zizi, qu'on va dire « Ah non, mais il est présumé innocent, donc vas-y, je te remets avec ». Je veux dire, on ne va pas faire ça. On va quand même prendre des mesures. Si on entend, bon, peut-être pas souvent dans ces cas-là, malheureusement, mais quelqu'un de la famille m'a agressé, tout ça, on ne va pas dire il est présumé innocent, on continue de l'inviter, tu vas continuer à aller dormir chez lui. On va peut-être mettre à l'écart cette personne de sa famille. Donc, alors ça, c'est des choses qui existent aussi dans le droit du travail. Par exemple, ça s'appelle les mesures conservatoires. On a le droit de mettre quelqu'un à l'abri. On l'a fait au départ pour les lanceurs d'alerte, mais il y a aussi d'autres situations. Je ne connais pas les détails, mais en tout cas, ça existe. On l'a pas pondu de notre chapeau, là, juste comme ça. Même la justice, à un moment donné, on pourrait penser que la justice elle-même contrevient à la présomption d'innocence. Quand il y a une rétention provisoire, on n'a pas la preuve, on n'a pas le verdict, on n'a pas le cas, on n'a pas la condamnation, pardon. Mais pour autant, on décide de mettre cette personne en rétention. C'est ce qui s'est passé pour le pasteur Mathieu Koumarianos. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire. Il y a eu une révélation, puis 2, puis 3, puis je ne sais pas combien. Il y en a eu tellement qu'il a fini par être placé en détention provisoire. C'est quand même pas tous les jours qu'on a ce genre de choses-là. Et juste avant ça, c'était un pasteur très connu, hyper charismatique. Il intervenait à Made in France, là où il y a les jeunes, enfin, etc. Il y a eu des cas de violences sexuelles, certaines mineures, certaines vulnérables. Il y a eu aussi des hommes qui ont porté plainte parce qu'il y a eu des problèmes d'extorsion, enfin de problèmes d'argent, je crois. Mais ça ne s'était pas vu jusque-là. Enfin voilà. Donc, et puis le lien social et familial, c'est ce dont je parlais juste avant. Donc la présomption d'innocence, c'est pareil que le secret pastoral, j'ai envie de dire. C'est pas une raison pour dire on fait rien. Mais c'est quelque chose à respecter et à considérer, évidemment. Mais ça ne nous empêche pas, à titre personnel, collectif, sociétal, ecclésial, du coup, puisqu'on est là pour ça, de mettre en place des mesures pour assurer la protection et la sécurité des membres de l'Assemblée. Ou de la famille, si c'est en famille. Alors, du coup, une fois qu'on a posé ça, on accueille la victime de manière empathique, on la croit, on se rappelle que la personne est présumée innocente, mais qu'on va peut-être quand même devoir prendre des mesures. Et donc là, on va aller rencontrer à un moment donné... Alors, encore une fois, ça dépend de la procédure, ça dépend le truc. Il ne faut pas qu'on parasite la justice, qu'on aille, comme on disait tout à l'heure, prévenir l'auteur. Alors, tu as fait ça alors qu'il y a une plainte qui est prévue, etc. Mais à un moment donné, si un pasteur, mettons, est mis en cause, il va bien falloir que quelqu'un aille lui dire qu'il ne peut pas prêcher le dimanche d'après, quoi. Parce que, voilà. Donc il va bien falloir trouver la manière de le faire, le moment opportun, en faisant attention de ne pas mettre la victime en danger, en faisant attention de ne pas entraver la procédure. Donc c'est pour ça que je sais bien que c'est compliqué. Voilà, le conseil qui se retrouve face à devoir discuter de ça, comment on fait, enfin c'est chaud, hein, mais en même temps, il va bien falloir que quelqu'un s'y colle, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va rencontrer cette personne. Et alors là, c'est hyper important de se dire, on y va pour l'informer. On ne va pas lui demander si c'est vrai. On va pas dire, elle a dit ça, Will, et toi tu dis quoi? Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que c'était tel jour, mais regarde, il y a tel message. Mais non, mais j'ai rien fait, mais oui, mais pourquoi? Non, on ne rentre pas dans la négociation, on ne rentre pas dans le parole contre parole. On a pris la posture de dire, une victime signale une violence sexuelle, on croit ce qu'elle dit et on agit en conséquence. Ça ne veut pas dire que tu vas aller en prison, ça ne veut pas dire qu'on te jette des pierres, ça ne veut pas dire qu'on a de la haine ou qu'on va te parler mal ou qu'on ne va pas te respecter en tant que personne. Simplement, le temps qu'on se retourne déjà et qu'on réfléchisse et qu'on voit s'il y a une procédure ou s'il n'y en a pas, on va te demander, donc là je vais y arriver, à des mesures qui ont été décidées avant. On ne vient pas parlementer.
Parce que sinon, c'est infernal. Après, vous verrez, hein, mais encore une fois, tout ça, c'est des préconisations, c'est un document de travail qui est interne. À chacun, après, sa responsabilité, j'allais dire devant Dieu, mais aussi devant la justice humaine quand même. Donc voilà, on va informer la personne mise en cause. On fait attention aux détails. C'est-à-dire que, évidemment, s'il y a un truc qui a été fait, il sait très bien de qui on parle, mais peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être qu'ils ne savent pas. Moi, j'ai eu beaucoup de victimes qui m'ont dit ils vont venir me harceler, la famille va venir, tout le monde va. Ils vont me. Et c'est vrai, hein, ça s'est produit, hein, donc on fait attention. On n'a pas besoin de donner tel jour, telle heure, il s'est passé ça. Tu as été peut-être, après à chacun de trouver sa formulation, mais il se trouve que tu as été mis en cause par une personne de ce que vous voulez, violence sexuelle, attouchement, comment vous voulez formuler. Donc, d'abord, tu ne dois en aucun cas chercher à contacter ou te rapprocher de la personne qui t'a mis en cause. Voilà, ça c'est important de le dire, pour commencer, si elle connaît son identité en tout cas. On rappelle évidemment la gravité des faits au niveau de la loi, mais aussi au niveau de l'éthique pastorale ou voilà, alors de tout ça, ce qui justifie les mesures qu'on va mener. Donc voilà, là, c'est un peu la même chose qu'avant, mais c'est parce que c'était dans le document, on rappelle les obligations. Si on avait un code de déontologie qu'on avait signé, ça pourrait permettre de se dire, là, tu vois, dans la déontologie, ça ne va pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, forcément, mais il y a peut-être déjà quelque chose quand même qui existe, je ne sais pas. Et donc, on lui rappelle effectivement qu'au niveau juridique, on a bien noté, on est bien d'accord, et on tient aussi... voilà, moi, je trouve que c'est un principe qui est hyper important, et je ne tiens pas à le remettre en cause, qui a droit à sa défense, etc. Ensuite, c'est là qu'on va devoir informer de la mise en retrait. Donc, la mise en retrait, si c'est un bénévole, c'est toujours un peu délicat, mais c'est quand même pas le plus compliqué. Évidemment, si c'est une personne qui est salariée, ça va être plus compliqué. Mais on peut se faire entourer d'un avocat, là, pour le coup, c'est ce que disent le CNEF, là, ils préconisent ça, la FPFI dit la même chose, hein, le droit du travail, tout ça, il faut quand même savoir un peu ce qu'on fait, dans quel ordre, etc. Mais pour l'instant, voilà, dans l'immédiat, là, c'est ce qu'on doit faire en première intention. Et après, on va réfléchir, on va voir comment on peut... et donc ça, il ne faut pas oublier de le dire, parce que maintenant, on est à l'heure des réseaux sociaux, puis même pas des réseaux sociaux, la communication, etc. Mise en retrait du ministère, ça ne veut pas dire je ne suis plus dans mes activités. Ça veut dire je me mets en retrait et je ne viens pas essayer d'exercer mon ministère par la droite, par la gauche, par en dessous et par en dessus, ou exercer mon activité si c'était un responsable jeunesse de groupe de jeunes, on lui dit qu'il ne fait plus le groupe de jeunes de l'église, mais du coup, il a le numéro de tous les jeunes, et puis il les invite chez lui pour faire une soirée crêpe, quoi. Et ça, il faut le dire, parce que sinon on dit, oui, je ne suis plus dans le groupe de jeunes, vous m'avez dit que je ne devais plus faire le groupe de jeunes, vous ne m'avez pas dit que je ne pouvais plus, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à préciser. Évidemment, on conseille de tout écrire pour avoir des traces, mais aussi pour soi-même pas partir à bafouiller où il y a des choses, etc. Et aussi, on construit ça de manière collégiale, donc c'est pas une personne qui va devoir assumer, porter le truc et tout. Évidemment, on encourage le recours à un professionnel formé sur les violences, parce qu'on sait que ça va pas se faire comme ça, c'est pas parce qu'on dit ça c'est pas bien que tout de suite la personne il va changer dans 5 minutes. Mais bon, après ce sera sa responsabilité, son choix, sa décision, évidemment. Et puis, c'est quand même important aussi que cette personne ait un accompagnement. En tout cas, on va proposer, encore une fois, il s'en saisira pas. Là, on essaye quand même on n'essaye pas, il faut vraiment séparer. On ne peut pas faire la discipline et l'accompagnement. C'est pas possible que ce soit la même personne qui fasse ça. Donc, il y a le Résam, peut-être, qui peut faire un petit peu ça. Et puis, après, ça peut être notre pasteur de notre endroit ou voire d'une autre union. Enfin, on peut aider à trouver si la personne le souhaite, en tous les cas. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de pas mélanger, quoi. Le Résam, j'ai dit. Le réseau d'aide, je ne sais plus ce que le S au ministère. Alors, c'est un organisme qui a pour objectif d'accompagner les personnes dans le ministère. Donc, voilà, les pasteurs ou les missionnaires, principalement. Après, voilà, c'est beaucoup aussi des gens dedans qui font la relation d'aide. Enfin, il n'y a pas que des professionnels non plus là-dedans, donc il faut quand même faire attention. Ah non, enfin, peut-être qu'il y en a. Honnêtement, je ne sais pas exactement qui y a. Attends. Là, en fait, on est en train de prendre les décisions de protection, tu vois. Donc, et à un moment donné, comme on a dit, il y a la réflexion,
il y a le fait que devant Dieu, les violences, c'est pas possible. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Là, tout ça, il est basé, je veux dire, encore une fois, on a fait ça avec un pasteur, responsable des trucs chrétiens, d'associations chrétiennes, Myriam, enfin, on est dans ce cadre-là. Mais justement, en fait, c'est comme si notre vision spirituelle et biblique, elle est le socle, en fait, de toutes nos décisions, de façon, enfin, les décisions, de toutes les réflexions, de façon à ce que tout ce qu'on dit puisse être juste devant Dieu, tu vois. Mais effectivement, on n'a pas un verset pour nous dire comment on doit faire chaque truc, donc c'est aussi pour ça qu'on est sur ça. Donc voilà, l'accompagnement spirituel, mais Stéphane va parler un peu plus. Alors, je reviens encore un petit peu sur le comportement des auteurs de violence. C'est un sujet qui revient beaucoup, les gens posent beaucoup de questions là-dessus, on se questionne, mais comment ça se fait, mais d'où ça vient, mais pourquoi on s'inquiète, on se dit, mais quand même, c'est une personne qui a besoin aussi d'être soutenue, aidée, etc. C'est vrai, et c'est important de l'avoir en tête, mais la protection des personnes vulnérables, elle passe avant. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que nous, on pense, à vous de voir ce que vous voulez en penser. Et si à un moment donné, les intérêts se télescopent et qu'il faut choisir qui c'est qu'on va soutenir le plus, entre guillemets, c'est pas le plus, parce qu'on peut faire différemment, mais en tout cas, s'il y en a un qui dit « mais moi j'ai besoin de revenir à l'église pour me sentir bien », oui, mais quand tu viens, la personne que tu as agressée, elle est traumatisée, donc tu ne reviendras pas. C'est pas qu'on te déteste, c'est pas qu'on veut te taper, c'est pas que tu mérites rien, c'est juste qu'à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui a agressé et quelqu'un qui a été agressé. Je veux dire, les conséquences dans la vie sont quand même pas les mêmes, y compris devant Dieu, quoi. Et donc, là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein. Attention au schéma manipulateur, on est des chrétiens, on est gentils, on veut la grâce, on veut le soutien, on veut croire le meilleur, on veut tout ça. Mais il y a des loups, c'est pas pour rien que la Bible nous parle des loups qui dévorent le troupeau, quoi. Si ça n'existait pas, il n'y aurait rien dans la parole à ce sujet. S'il y a des choses dans la parole à ce sujet, ça veut dire que ça existe. Et si ça existe, ça veut dire qu'il faut qu'on sache repérer. Et donc, ça veut dire, entre guillemets, je vais le dire de manière un peu cavalière, de ne pas se faire avoir. Et ça, au début, on se fait avoir. Moi, je me suis fait avoir, tout le monde se fait avoir au début. Et puis après, on apprend à repérer. Et notamment la repentance qui arrive juste au moment où on se fait attraper, en 5 minutes, là. Bon, moi, j'encourage tout le monde à faire attention à ça. Parce que la repentance, c'est un cheminement qui est long, qui est douloureux, faut quand même le dire, qui demande une vraie remise en question, etc. Et puis si elle arrive maintenant, elle aurait pu arriver aussi hier ou la semaine dernière ou le mois dernier, avant qu'on se fasse attraper, mais elle n'était pas là. Donc attention à ça. Après, encore une fois, chacun fait comme il peut, comme il veut, enfin pas comme il veut, mais comme il peut. Mais voilà. Oui, mais le travail de fond, si tu veux, il va prendre du temps et il va demander beaucoup de travail, il va demander des compétences, il va demander la volonté de la personne qui est concernée. Ça, c'est vraiment le prérequis. On a un peu tendance à se dire, ils vont chez le psy, c'est bon. Mais moi, je reçois des gens pour travailler sur eux. Enfin, je ne suis pas psy, mais en tant que sexologue. Si à un moment donné, la personne, elle ne veut pas bouger, elle veut venir, et que quand elle est venue, eh ben, le problème est réglé, du coup, elle repart, on lui a réglé son problème comme une baguette magique, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire qu'il faut de la remise en question, il faut tout ça. Ça va être justement l'abandon des, ce que je disais, l'abandon des stratégies. Par exemple, quelqu'un qui va absolument revenir tout le temps, qui ne comprend pas que quand il vient, il fait du mal. Ça montre qu'il y a un cheminement à faire avant. Après, le lien entre, là justement, cette onde de hier, mais j'ai pas eu le temps de lire, mais il y a mon collègue André Ladiel qui est membre justement de Stop Abus aussi, du comité de conseil, lui, de suivi de Stop Abus, qui est sexologue, qui est un ancien pasteur baptiste. Il a publié une étude là où j'ai pas eu le temps de tout lire, mais c'est un truc très robuste avec des milliers de personnes interrogées, etc. Parce qu'on sait que pour qu'au niveau de la science, il y ait de la validité, il faut au moins 1000. Là, il a plus de 10 000 sur un, 10 000 sur l'autre, enfin, je sais plus. Et donc, il y avait une surreprésentation, effectivement, des personnes qui ont commis des violences par rapport à ceux qui... Non, je me trompe. Il y a une surreprésentation, effectivement, des personnes qui commettent des violences, qui en ont plus subi, mais entre les garçons et les filles, déjà, ça ne va pas être la même chose. C'est-à-dire que ce que l'étude a montré, c'est que les garçons qui subissent de la violence vont être plus facilement auteurs de violence, et les filles qui subissent de la violence vont être plus facilement victimes de violence. Donc ça veut dire qu'en plus de cette violence-là, ce trauma-là, il y a autre chose qui arrive derrière et qui se met en route. S'il y en a qui sont intéressés, venez me voir, je vous l'enverrai l'étude. Là, je vous dis, je n'ai pas lu les détails encore, parce que ça date de hier soir et que j'avais la tête comme ça déjà. Mais je pense que voilà, et ça c'est un truc que moi j'avais en tête, qu'on voit déjà, qu'on dit un peu dans les congrès, mais là apparemment ils ont pu faire un truc
plus carré, plus robuste. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'est pas beaucoup plus avancé, hein, mais c'est pour dire que voilà, le lien, on peut avoir ça en tête en termes d'empathie, en termes de compassion envers les gens, mais pour autant, on est là, il s'est passé un truc, comment on protège la communauté tout de suite là. Et après, le chemin de la personne, eh ben, ça va prendre le temps que ça prendra en fonction des ressources disponibles, etc. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Quoi? 14h30? 40. Ça va, on est pas mal. Je pense que j'y suis presque. Voilà, donc prudent comme des... C'est quoi le... Ça y est, je peux ralentir. J'ai plus en tête, voilà, on est doux comme des colombes et rusés comme des renards ou des serpents, je sais plus. Mais voilà, il faut faire attention, mais en même temps, on marche sur un fil. On garde la grâce, on garde la justice, on garde aussi on réagit pas sur nos émotions, on va pas s'énerver, on va pas partir dans les tours, on va pas... Non, on est posé, on réfléchit, mais en même temps, on est prudent et on est aussi réaliste sur les choses. Donc voilà, lors de la connaissance des faits, je reviens un peu, ça résume un peu, avec ou sans plainte. Donc on éloigne les auteurs présumés de la communauté pour préserver la victime. Ça permet aussi de protéger la communauté parce qu'il y a quand même beaucoup de récidives, on le sait, dans ces histoires. Pour les violences conjugales, en tout cas, j'avais fait une formation avec une personne qui accompagnait les auteurs de violences conjugales. Elle disait, pour qu'il y ait un changement profond, et justement ça doit correspondre à une guérison de trauma, il faut 2 ans de travail psychologique hebdomadaire et la volonté du changement. Donc ça vaut ce que ça vaut, c'est son expérience à elle, mais elle dirige un centre à Marseille qui voit des auteurs de violences conjugales toute la journée. Je pense qu'il y a quand même, depuis 20 ans, elle faisait ça. Voilà, ça donne un peu une idée de se dire, bon, ça vient pas comme ça. Donc... Voilà, point de vigilance, évidemment, la famille, quoi, parce que, évidemment, là, on parle de l'auteur qui est présumé, qui va être mis en retrait, mais potentiellement, il y a une femme ou un mari, pourquoi pas, des enfants, comment on les accompagne, qu'est-ce qu'on fait, on doit tenir ça en compte, et pourtant, pour autant, on ne peut pas se dire, bon, mais comme il y a la famille, on ne peut rien faire, parce qu'on est quand même obligé de faire quelque chose, mais on y pense, on considère, on réfléchit, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut proposer. Là aussi, est-ce qu'il y a besoin d'un soutien particulier? Là... il y a eu des histoires où, enfin les histoires que j'ai suivies un petit peu là, les femmes, elles ont tout appris d'un coup quand c'était en dehors de la maison, évidemment, hein, ça c'est encore différent, mais c'est l'effondrement, quoi. C'est l'effondrement. Donc, on ne peut pas tout porter, mais voilà, il faut l'avoir en tête aussi, quoi. Alors, là, j'ai mis tout, on va pas forcément tout lire, mais on éloigne la personne. Le culte est public. Comment on fait? Tout le monde a le droit de venir au culte. Bon, maintenant, encore une fois, si la personne elle a un peu compris le truc, elle va d'elle-même peut-être accepter de se mettre en retrait. Si elle n'accepte pas, on a quand même le droit de demander à quelqu'un de ne pas venir. Si vraiment, pour pas troubler l'ordre public, ça s'appelle comme ça. Sinon, vraiment, même le service d'ordre et même éventuellement les services de police ou de gendarmerie, c'est ce que... là, on a eu le service juridique qui est venu, je ne l'ai pas dit au début, mais il y a eu un peu des allers-retours avec le service juridique du CNEF aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire, etc. Donc, oui, le culte est public, mais à un moment donné, on a aussi le droit de dire à quelqu'un écoute, on préfère que tu ne viennes pas pendant un moment, quoi. Et après, il fera... voilà. Alors, donc, pendant l'enquête, si j'ai une plainte, pour le coup, on va continuer la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On met la personne à l'écart. Bon, alors là, il va y avoir l'histoire, je ne vais pas avoir le temps de creuser ça, mais si c'est une personne qui est salariée, un pasteur ou autre, dans une œuvre, on ne va pas non plus couper tout de suite le salaire et mettre une famille entière à la rue. Donc ça veut dire qu'il y a un temps où on va quand même garder le salaire. Combien de temps, comment, ça va être un peu au cas par cas, à discuter peut-être avec, là aussi au niveau légal, mais voilà, parce on n'a pas dit ça ce matin, mais une procédure pour violence sexuelle, c'est long, quoi. C'est long, je ne sais pas combien c'est en moyenne. Nous, dans les milieux, ils disent des années, mais je ne sais pas si c'est vraiment une moyenne. Ah oui. Ouais. Ouais, bon là, ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, pendant plusieurs années, là, l'histoire qu'on avait, enfin, on a eu des situations, on a commencé les premières auditions, enfin, moi, j'ai été auditionnée en 2019, et c'est toujours pas fini, quoi. Donc, vous voyez, bon, là, c'était pas quelqu'un de salarié, mais on fait comment pendant tout ce temps? Comme on disait avec Stéphane, si ça arrive dans l'Union, elle est par terre. Hein. Si on doit payer quelqu'un pendant 10 ans et qu'il ne travaille plus, ça fait couler l'Union. Hein. Donc, voilà. Oui, j'ai oublié de dire d'ailleurs à ce sujet, la Fédération protestante de France, ils ont proposé aussi de mettre en place une mutualisation des coûts.
genre comme une cotisation, enfin c'est pas encore en place, mais justement je pense qu'ils voulaient demander où ça en était pour que chaque union puisse cotiser un peu et que si jamais, comme une assurance un peu entre guillemets quoi, si jamais il y a une union à qui ça arrive, qu'on puisse avoir un temps pour continuer le salaire de la personne salariée mise en cause, peut-être pas pendant 10 ans, mais au moins pendant juste, enfin je sais pas, un an ou deux, enfin le temps que les gens se retournent, etc. Donc là c'est pour ça il faut voir le droit du travail aussi. Bon bah si c'est tout ça on continue, hein, le reste de la procédure. Donc, classement sans suite non-lieu, je ne vais pas trop m'apesantir. On en a parlé ce matin. Ça ne veut pas dire, moi je le résume comme ça, je ne sais pas si c'est juste, vous me corrigez si ce n'est pas le cas, que la personne n'a rien fait. Ça veut dire que la justice n'a pas pu nous dire si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Ça, c'est juste, hein. Bon, voilà. Donc, en fait, en gros, on est entre guillemets pas plus avancé que s'il n'y avait pas eu de plainte. Donc, eh ben là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y a toujours ce principe de précaution, on encourage quand même de continuer, sachant qu'aussi, il y a certaines situations où il y a une partie qui est judiciaire, mais il y a aussi une partie qui est éthique, morale, spirituelle. Dans les violences sexuelles, des fois, c'était, oui, mais la justice n'a peut-être pas reconnu une violence, mais il y a quand même une relation qui s'est produite, qui n'aurait quand même pas pu se produire dans le cadre d'un exercice pastoral, par exemple, parce que ça ne se fait pas d'avoir des relations avec une personne qu'on accompagne, ou plusieurs, par exemple. Et donc là, il n'y a peut-être pas de judiciaire, mais au niveau, nous, déontologique, on va dire ça comme ça, on peut quand même avoir des choses à faire. Bon, la condamnation, quand elle arrive, si elle arrive, on est sur, on conseille ça. Hein, là, à ce moment-là, ça veut dire que la personne ne pourra plus revenir. Acquittement relax. Bon, alors je ne sais pas, l'histoire de Stop Abus est trop récent pour qu'on ait eu des cas où il y a eu ça, parce que ça fait que 3 ans qu'ils existent. Donc je ne sais pas s'il y a eu des cas déjà comme ça. Mais effectivement, là, ça veut dire que la justice s'est prononcée. La justice a dit cette personne, enfin, a priori, c'était dans peut-être le pourcentage des fausses accusations, je ne sais pas. Donc on va réhabiliter la personne. Évidemment, c'est dramatique, hein, parce qu'il y a eu tout ça voilà, qui s'est produit. Peut-être que ça va être compliqué de réhabiliter dans le même endroit que là où la personne était avant. Mais ça, voilà, ça va être à voir. Mais effectivement, il va falloir agir aussi en conséquence par rapport à ça. Donc la communication, je termine avec ça. Il faut vraiment faire attention à la communication, à certaines choses. La protection de la vie privée au maximum. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre entre dire suffisamment de choses pour que les gens de l'Assemblée comprennent qu'on a dû mettre en place une mesure, parce que sinon ils disent mais vous faites ça pour rien, machin. Mais en même temps, on ne va pas non plus étaler tous les détails, quoi. Donc là, je pense que je peux le donner, je n'ai pas pensé à le mettre à part. Il y a des exemples de communication qu'ils ont élaborés, là, Stop Abus, de dire, voilà, on peut dire ça comme ça, etc. Donc voilà, on fait attention, on garde le respect de la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'on va toujours dire, j'ai essayé de m'y habituer, maintenant je crois que c'est à peu près rentré, la personne mise en cause. Déjà, la personne, c'est neutre, c'est pas l'auteur, parce que l'auteur, c'est masculin. Donc, bon, on sait quand même que les violences conjugales et sexuelles sont plutôt masculines, mais pas que. Et on s'en fiche, à la limite, c'est pas la question. La personne mise en cause, c'est général, et c'est que la personne, elle est mise en cause. C'est tout. Pour l'instant, on n'a pas d'autres informations. Donc, on garde ça dans notre communication aussi. On peut quand même dire pourquoi. Hein. On peut dire telle personne a été mise en cause pour des faits de violence sexuelle. Voilà, on a dit, on sait de quoi on parle. Mais on n'a pas besoin de dire alors il s'est passé ça avec tel enfant, tel ado, telle femme ou tel homme. Enfin, j'en sais rien. C'est pas nécessaire. Hein. Donc, par contre, dans la communication, on ne va pas donner le nom des victimes. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Ça amène rien. Ça tue la personne. Évidemment, je l'ai dit un peu tout à l'heure, je le redis, hein, s'il y a une enquête, voilà, c'est la prévalence de l'enquête en premier. On va peut-être prendre conseil auprès des personnes qui la gèrent pour surtout ne pas interférer, mais c'est vrai qu'il faut aussi bien que dans l'Église, on puisse décider de mettre en place des choses. Donc voilà, il faudra trouver l'équilibre à ce niveau-là. Pourquoi on communique à tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire bénévole ou non, on met la personne à l'écart et puis c'est tout, on ne dit rien? Parce que d'abord, si on ne le fait pas, ça va parler quand même, dans tous les sens, ça va passer il y aura des fausses infos, parce qu'on sait que dans les stratégies des personnes qui agressent, il y a la recherche d'alliés, la recherche d'impunité, l'inversion de culpabilité, ça a été, je ne le sors pas là non plus de mon chapeau, hein, c'est des choses qui ont été étudiées depuis longtemps, donc on va avoir ça, donc si nous on dit rien, la personne qui a été accusée, elle va aller voir tout le monde, elle va essayer d'amener sa version, etc. Sachez-le, ça arrive quasiment à chaque fois, même quand on communique d'ailleurs ça arrive, mais au moins, voilà, on communique pour éviter les fausses informations et aussi même de la part des gens qui vont monter des trucs en épingle et tout. Et puis aussi, ça va permettre, et ça arrive quasiment à chaque fois, et ça va un peu nous aider à nous assurer dans les démarches qu'on aura prises, c'est qu'en cas de violence sexuelle en tout cas, c'est quasiment jamais, très, très souvent, on va dire, il y a d'autres victimes qui sortent en fait. Et là, ben voilà, quand on a une victime, deux victimes, trois victimes,
quoi que la justice décide à la fin et quel que soit le temps qu'elle a mis pour rendre ce verdict-là, on va pouvoir être déjà plus tranquille dans notre décision en se disant, bon, voilà, une personne, on peut toujours se dire, mince, est-ce que vraiment c'est arrivé, comment on fait si jamais c'est pas ça et tout. Mais bon, s'il y en a une autre, et puis encore une autre, ou même déjà 2, ça suffit pour se dire, bon, voilà, on est dans la bonne voie, on a bien fait de faire ça. Et le fait d'en parler, ben, voilà, ça permet donc, et comme je disais, à d'autres victimes éventuellement de venir parler. C'est ce qui s'est passé avec Koumarianos. Il y a une histoire qui est sortie, puis après, elles sont toutes sorties, le jeu de qui, quoi, les unes après les autres. Avec Guillaume Bourrin, c'est pareil. Je dis les noms parce qu'ils ont été condamnés et qu'il y a eu des articles publics, sinon je ne dirais pas. Guillaume Bourrin, ça a été pareil. C'était un pasteur, justement, plutôt sur Internet, issu de l'Action biblique. Et lui, c'est pareil, il a commencé à avoir des histoires, des signalements. Les signalements, on en a amené d'autres. C'est les 2 exemples qui me viennent en tête. Et puis, ça pose aussi que dans l'Église, on n'est pas d'accord avec les violences. On dit à tout le monde, en fait, même les personnes non concernées. C'est un témoignage aussi. Enfin, la dernière fois, quand je présentais la journée, il y avait un visiteur qui était là. Il est venu me voir. Ah, mais c'était il est où, Tim ? C'était le collègue de Tim de judo. Et, ah ben non, il est là-bas. Et donc, il disait, ah, mais vous faites ça dans l'église, ah, bon, parce qu'il avait l'idée, les catholiques qui couvrent les violences, quoi. Enfin, voilà. Ah, ben, c'est super que vous fassiez ça. Enfin, voilà, c'est aussi un témoignage auprès de l'extérieur, mais aussi auprès des gens de l'intérieur, évidemment. Mais bon, on le fait parce que c'est juste aussi. Voilà, c'est ce que je disais, hein, on dénonce des actes. On ne parle pas forcément d'un individu, mais il y a des actes qui sont acceptables à tout niveau. Donc voilà, comme je disais, il y a des exemples de communication disponibles sur demande. Donc parfois, on va être aussi amené à communiquer en dehors de la structure, parce que, c'est-à-dire, bon, à l'union, en général, quand même, ça va arriver jusqu'à l'union, quoi qu'il arrive, hein. En tout cas, dans une autre union qui n'est pas non plus une usine à gaz, voilà, je pense que c'est un peu évident. Mais parfois, on va aussi organiser les fêtières, prévenir le CNEF ou la Fédération protestante de France. S'il y a un ministère translocal, c'est le terme qu'ils emploient maintenant, c'est si des gens vont dans plusieurs églises, quoi. Je ne sais pas qui c'est qu'on connaît tout ça. Ben moi, par exemple, je fais des conférences sur la sexualité dans plein d'églises évangéliques. Donc, si à un moment donné, je suis accusée de violence, eh ben, il faudra prévenir le CNEF pour que le CNEF puisse dire à toutes les églises, attention, Madame Gonzalez, elle vient faire des conférences, mais en vrai, elle a été accusée de violence par un ado à qui elle était venue faire une intervention. Vous voyez, donc, c'est ça un peu. On en a d'autres qu'on connaît, hein, peut-être. Hein. Si une personne publique, il y a des pasteurs, ils sont sur les réseaux maintenant. Alors nous, on n'a pas nos pasteurs stars, hein, à l'UNEPREF, mais dans d'autres unions, il y en a. Et puis peut-être, voilà, il peut y avoir des infractions qui sont hors de chez nous. Et puis, bah, évidemment, la plupart du temps, hein, et ça on l'a constaté aussi bien souvent, quand on dit dans une structure, on te retire le droit du ministère, eh ben, ils vont aller chercher à le faire ailleurs. Hein. Dans d'autres unions, etc. Donc ça, on l'a vu aussi beaucoup, donc c'est aussi pour prévenir et de dire attention, c'est notre responsabilité de dire il y a eu ça qui s'est produit, donc s'il se présente, faites attention. Donc en résumé, on s'informe, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On écoute avec empathie, discrétion et cette posture de crédibilité présumée que Stéphane va nous présenter dans un instant. On met en sécurité s'il y a besoin, donc la victime, mais aussi toute l'Assemblée. Et puis, on prend des mesures. La mesure principale, dans l'immédiat, c'est la mise en retrait. Et on respecte aussi la présomption d'innocence, qui est judiciaire, et on propose aussi un accompagnement. Il ne s'agit pas de lâcher les gens complètement. Et puis, on communique en faisant attention. Donc, juste les soutiens quand même, j'aurais pu mettre un S, à solliciter, comme je vous disais tout à l'heure. Restons pas seuls, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà. Donc, à chacun de voir qui veut contacter. Donc, il y a notre groupe à nous, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, je vous ai remis le mail. Vous pouvez prendre la photo, peut-être, ouais. Ceux qui ne l'ont pas. Il y a la cellule Stop Abus. Ça, c'est l'adresse mail de Stop Abus, mais ça se trouve partout sur Internet. Hein. Le comité de suivi d'accompagnement de la FPF, je n'ai pas de truc direct pour les contacter pour l'instant. Je ne sais pas comment ils vont faire pour nous mobiliser. Et puis, voilà, les ressources, j'ai mis que ça, mais il y en a d'autres. Hein. N'oublions pas aussi, on peut téléphoner 119 pour demander conseil. Le 3919, donc le 119, c'est pour les mineurs. Le 3919, c'est pour les violences faites aux femmes. Puis il y a les associations France Victimes, et puis il y a le CDIFF dont on a parlé. Il y a plein d'autres structures. Moi, ça m'est arrivé d'appeler France Victimes. J'avais une révélation, mais c'était il y a des années de ça. Je ne savais pas quoi en faire. Est-ce que je dois faire quelque chose ou pas ? J'ai appelé, j'ai expliqué la situation. On m'a donné un rendez-vous avec le service juridique. J'ai dit, voilà, j'ai ça comme info, mais par contre, et ça. Ben ça, je sais pas. Bon, ben non, vous pouvez rien faire. Voilà, bon, ben au moins, j'ai eu la réponse de quelqu'un, de professionnel, qui m'a dit que je ne pouvais rien faire avec ça. Voilà, ça a fini par sortir, mais plus tard. Donc,
Ben voilà, j'ai remis le verset de Joël. Veillons sur les autres, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à agir en tout avec bonté. Voilà, merci de votre attention.